Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1009. Un chapitre. Comment qualifier ce chapitre d'ailleurs? Très bonne question. Je sais pas. Parce qu'on a tout eu dedans. On a eu du troll, on a eu de l'humour, on a eu des combats, on a eu des révélations, on a eu des explications de pouvoir, on a eu du combat absolument badass, on a eu de l'intelligence, de la stratégie, des petites choses qui sont passées à droite et à gauche dans les cases. Bref, un chapitre au-delà de ce qu'on pouvait espérer. C'est un truc dantesque. Ce chapitre, c'est du bonheur à l'état pur. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est qu'on va essayer de faire une critique analyse et de voir un petit peu tous ces détails en détail. Mais avant ça, je voudrais faire quelques petites annonces, 3 qui sont assez importantes. Première annonce, c'est par rapport aux réactions live d'épisodes. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai repris tout le flashback d'Oden, je regarde les épisodes et je fais des réactions live et après une petite critique analyse. Et en ce moment, la Toei fait un travail absolument de dingue. Donc, si vous n'avez pas encore vu ces épisodes, si vous dites « Oh, les épisodes, c'est de la merde !» Non, en ce moment, la Toei fait un truc absolument de dingue et on arrive sur le climax du flashback d'Oden. Enfin, quand il est avec Roger. C'est-à-dire la fin avec Roger qui a son sourire. C'est la fin du chapitre 967 et on était tous en PLS à la fin. Donc, on attendait avec énormément d'impatience cet épisode. Je ne l'ai pas encore vu, donc évitez de me spoiler dans les commentaires s'il vous plaît. Mais j'espère que la Toei nous a fait un truc grandiose, un petit peu à l'image du Je veux vivre de Robin. Un truc qui va venir nous prendre au trip et nous faire couler les larmes. Je suis une madeleine en intense, moi ça va pas être trop difficile, mais j'espère que la Toei a fait quelque chose à la hauteur. Et encore une fois, si vous ne regardez pas les épisodes, regardez mes anciennes réactions live, hein, ils vont en lien quelque part, mais vous allez voir, c'est du bonheur en barre. Deuxième chose, je tiens à vous remercier, mais du fond du cœur, vous êtes la meilleure des communautés sur les commentaires que vous avez laissés de ma réaction live justement de ce chapitre, parce que pour ceux qui ne sauraient pas ou qui n'ont pas vu la réaction live, eh ben je m'étais pris 2 strikes, donc je ne peux plus mettre les images. C'est pour ça aussi que dans cette vidéo il n'y aura pas d'image du manga, il y aura un mini doc qui va être quelque part pour justement les différents passages, les différents chapitres de cette critique analyse. Mais voilà, je suis en stress, 2 strikes, 3e strike, je peux me faire supprimer ma chaîne, donc je peux vous dire que ça fouette un tout petit peu. Et la 3e chose, c'est tout simplement que je sais pas si ça se ressent un petit peu, mais j'essaye de foutre la patate au niveau de cette vidéo parce que je viens d'avoir une migraine ophtalmique et j'en ai même eu plusieurs migraines durant la journée d'hier et encore une fois durant la nuit. Et pour ceux qui savent, qui ont des vraies migraines ophtalmiques, vous savez que c'est hyper dur, ça fait hyper mal et on a après ce relent dans la tête qui arrête pas, un petit peu comme les vagues qui arrêtent pas de venir sans cesse se fracasser contre la paroi du crâne. Et donc si des fois je perds un petit peu comme c'est en train de se passer, si je perds un petit peu le fil de ce que je suis en train de dire, si j'ai du mal à trouver mes mots ou si c'est un petit peu décousu parfois, je vous prie de m'excuser parce que j'ai quand même voulu faire cette critique analyse parce que ce chapitre est absolument génial, et si je reportais la critique analyse ça serait un truc complètement bordélique. Donc voilà, encore une fois je vous prie de m'excuser, et encore une fois ceux qui ont des migraines, vous pouvez laisser dans les commentaires et expliquer aux gens qu'on seulement entre guillemets des mal de tête, que quand on a des migraines c'est absolument un truc dantesque. Et pour ceux qui se posent la question, non, je ne peux pas me faire opérer, on peut rien faire, je suis condamné à prendre des médicaments et à supporter cette connerie. Donc voilà, ça c'était pour ah ouais, je vous promets, ça va être terrible cette vidéo. Ça va être pour les petites choses que j'avais à dire, et on va tout de suite commencer cette critique analyse en parlant de ce qui se passe au début. Ah bah oui, parce qu'on a quoi? On a les fourreaux rouges qui arrivent devant Orochi. What the fuck? Mais en un sens, c'est une bonne idée. Pourquoi? Mais pourquoi c'est une bonne idée? Mais je vais vous le dire. Tout simplement parce que Orochi, il est revenu. Bon, Orochi était mort par Kaido. Bon, il avait eu une mort de merde, mais comme je vous ai expliqué dans la dernière critique analyse, moi j'étais content. Vu que ce mec est une merde et vu qu'il a été créé, et là on voit que Ichiroda est vraiment très très fort, c'est qu'il arrive à nous créer des personnages qu'on a envie de détester, qu'on a envie de piétiner, qu'on a envie de détruire, qu'on a envie d'éparpiller façon
puzzle, pour ceux qui ont la ref. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que le fait de le voir revenir, tu dis ah mais le salaud, mais c'est pour mieux le retuer après. Et là, il se retrouve devant les fours rouges. Et là, les fours rouges, ils disent oh Orochi, mais sans plus. Et là t'as Orochi qui se dit ok, bon là il y a les fantômes, les mecs qui arrêtent pas de me faire chier depuis 20 ans, qui me foutent les foies. Ils se sont pris une rouste par Kaido, donc là ils doivent plus être très très forts, donc je vais les tuer. En plus il reparle un petit peu de dire je vous ai bien niqué avec Kenjiro, mais d'un autre côté avec Denjiro il s'est aussi passé la même chose. Et là il se transforme en dragon et il s'apprête à tuer les fourreaux rouges parce que c'est Orochi, parce qu'il se dit moi je suis le boss du game et je vais les niquer parce que je suis un dragon à 8 têtes. Et non et le pire, mais c'est ça qui est génial. Alors c'est génial sans être génial, parce que quand je sais pas, vous avez vu ma réaction live et là même à y repenser je suis complètement pété de rire, mais il se fait one shot. Mais au KLM, il n'y a même pas de passe d'armes, tu sais, il n'y a même pas où il essaye de les bouffer, les autres ils font les esquives et tout. Non, ils vont direct et ils te le ramassent. Ils te le ramassent, mais sans aucun problème quoi. En gros, c'est comme si c'était un moucheron. Il y a un moucheron avec plusieurs têtes, on te le découpe et on se casse. Le manque de respect sur Orochi. Orochi, on peut même pas dire que c'est l'un des antagonistes. C'est le running gag. C'est le running gag. Le mec, c'est le running gag. C'est un... je le mets au même niveau que Foxy. Ce mec, il sert à rien. Ce mec, il sert absolument à rien. Bah oui, bah il sert pas à rien. Enfin, il y a eu toute cette mise en place justement sur la déchéance de Wano Kuni et justement le dragon. Enfin bref, les légendes, etc., etc. Mais franchement, c'est un bouffon du début à la fin. Et les fourreaux rouges, voilà, ils ont même pas transpiré, quoi. Tu vois même pas une goutte. Voilà, Orochi, nous n'avons pas de temps à perdre avec quelqu'un de ton acabit. Bim. Voilà, nous confions ton jugement aux enfers. Donc, de ce fait, nous confions ton jugement aux enfers. On va arriver sur la question, mais Orochi est-il mort? Ceci est une très très bonne question. Bon, je suis passé déjà pour un con une première fois. Je vais éviter de vous dire, ouais mais non, là ça y est, cette fois-ci, Orochi, il est mort. Par contre, je pense que toutes ces têtes ont été coupées. Même si les fourreaux rouges, là, ne sont plus que 6. Parce que, rappelez-vous, au début, ils sont 9. Mais il y en a 3 qui sont partis. On a Kenjuro, le traître. On a Ashura Doji, qui, lui, vient de se sacrifier. Et le dernier qui manque... C'est qui le dernier qui manque ? Le dernier, c'est Inuarashi. Bah oui, bien sûr. Donc, ils ne sont plus que 6 et 8 têtes. Donc, on se dit, mais il manque des têtes, ils ont pas dû tout couper. Si, quand même. C'est pas, ils ont pas besoin de chacun s'occuper que d'une seule tête. Il y en a un, il peut couper 2 têtes. Kinemon, qui est un petit peu vénère, on peut imaginer qu'il est coupé. Mais, encore une fois, il y a le pouvoir de régénération. Est-ce qu'il faut un truc en plus? Est-ce qu'il faut carrément cramer son corps pour pas qu'il revive? Enfin, une connerie comme ça. Il va revivre. Mais là, ce qui est vraiment excellent dans le traitement, c'est que on a chacune des personnes qui va pouvoir faire, entre guillemets, un petit peu son deuil, qui va pouvoir un petit peu venger, extérioriser toute la violence qu'il a envers Orochi. Et à travers les personnages, nous aussi, lecteurs, parce qu'on a toujours le souvenir de ce qui s'est passé avec Oden. Et en gros, c'est ça, c'est-à-dire que les fourreaux rouges avaient besoin d'acter la mort d'Orochi. Et à la fin, la plus grosse symbolique qu'on a besoin, c'est tout simplement Iori. Pourquoi ? Parce que Iori a dit qu'elle allait tuer Orochi, venger la mort de son père, et surtout, elle a le katana avec elle, le Ame no Habakiri, qui, dans les légendes japonaises, a été utilisé par Susanoo pour tuer Orochi. Donc, d'un point de vue symbolique, on peut pas faire mieux. Au niveau Orochi, je pense que oui, il va revivre, mais encore une fois, il est là pour extérioriser une certaine... C'est-à-dire qu'une fois qu'il est tué, nous on se sent mieux. Voilà, c'est un petit besoin qu'on a. La deuxième chose qui a été très très bien avec ce chapitre, c'est la confrontation qu'il va y avoir entre Raizo et Fukurokuju. Alors, pour information, ce sont tous les deux des ninjas. Ils ont tous les deux fait partie des Oniwaban qui étaient sous les ordres du clan
Kuzuki, mais il y a donc on va sûrement voir un flashback où il va y avoir une sorte de défiance entre les deux, et sûrement que Raizo devait devenir le chef des Oniwaban plus tard. Mais comme il y a eu le problème avec Shinobu et qu'il a décidé de partir, c'est après, comment il s'appelle, Fukuro Kujo, qui est lui devenu le chef des Oniwaban et qui après a trahi le clan Kuzuki pour aller sur le clan Kuruzumi. Je pense qu'on va avoir un flashback et bien sûr, on va avoir un très très beau combat, et comme je vous disais, on est dans le syndrome Senseiya, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va monter un petit peu, je sais pas s'il va mettre des escaliers aussi, avec des temples, je ne pense pas, mais au fur et à mesure qu'on va avancer vers Kaido, le truc final, je pense que à chaque fois on va avoir le même gimmick qui est fait au niveau des fourreaux rouges. Donc ça c'était la première chose, et après on arrive sur le toit d'Onigashima, et là on arrive sur une dizaine de pages de bonheur. La première chose, c'est, comme on a été hyper nombreux à le dire, il faut séparer. C'est un truc que je vous raconte depuis un bout de temps par rapport encore une fois à tout ce qui est jeu de rôle. Ici on a deux boss avec des mecs en face qui doivent les latter. Une chose qu'on disait, c'était qu'il fallait obligatoirement séparer les deux empereurs. Donc il y avait le cas Big Mom qui devait être fait, et on se disait tous que c'était l'eau normalement qui devait faire, grâce à un Chumble, pouvoir le prendre et l'emmener dans un autre endroit pour qu'après l'équipe puisse se diviser pour pouvoir attaquer. Et là, il y a une intelligence d'Ichiro Oda qui fout des barrières au pouvoir, mais fout pas des barrières en disant putain il faut que je trouve une excuse, qu'est-ce que je peux trouver comme excuse. Il y a toujours une logique dans la construction des pouvoirs dans One Piece. Il y a personne qui est au-dessus du game, qui est hyper puissant. Tout le monde a un pouvoir, mais il y a une balance de l'autre côté. Et là, Law, il explique que tout simplement, il ne peut pas déplacer Big Mom parce qu'elle a un haki qui est plus puissant que le sien, et donc il ne peut pas interagir. Et ça reprend le haki des rois, c'est-à-dire que le haki des rois, c'est grâce au haki du mec qu'il arrive justement à foutre sa présence, et ceux qui ont un haki qui est beaucoup plus faible, eh bien ils n'arrivent pas à contrer. Je sais que certains dans les commentaires ont dit ouais mais non c'est complètement débile, c'est un truc que Ichiro Oda il a sorti de son cul pour pouvoir trouver une excuse. Non, c'est toujours dans la construction métaphysique, entre guillemets, les lois qui régissent le monde de One Piece. Les deux là, Kaido et Big Mom, ils disent ok, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur fermer leur bouche et on va foutre la plus puissante de nos attaques et on va la combiner en une seule attaque. Et là, il y a Zoro qui dit ça craint là. Lui, Zoro, on le sait depuis très longtemps, il a une analyse du combat et une analyse des puissances qui est vraie. On l'a vu, le combat justement contre Pika. On a la même chose du côté de Killer qui est le penchant justement de Zoro, où il dit impossible de l'esquiver complètement. Et donc là, l'attaque qu'il y a en face, c'est pas n'importe quoi. Ils veulent tout simplement les réduire à néant. Et là, on a Zoro qui arrive à bloquer temporairement l'attaque. Je répète, bloquer temporairement l'attaque. Quand on voit cette action, il y a Kiki tout dur sur Zoro. On se dit, il est hyper puissant, il est fantastique, il est au-dessus du game, c'est le boss, c'est le plus puissant. Sauf que, on va le relativiser un tout petit peu, la puissance de Zoro, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans la lecture, quand tu es dans la réaction live, tu es embarqué dans le move et tu t'en peux plus. Ta hype et un paroxysme qui est absolument incroyable. Et de ce fait, tu as une mauvaise analyse de l'action, de ce qui s'est passé. Parce que le coup de l'eau, je ne l'avais pas du tout vu venir et je ne l'avais pas du tout remarqué. Ce qui se passe, c'est que Zoro, c'est bonjour, je suis Monsieur Sacrifice. Moi, je me sacrifie, et comme il voit le problème, la puissance de l'attaque qui arrive, il se dit, il faut que quelqu'un se sacrifie pour que les autres derrière moi puissent
essayer d'esquiver et après puisse attaquer. Tant pis, je vais crever pour mon capitaine. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la seconde, les autres arrivent à esquiver. Et là, on voit Law qui a le doigt comme ça. Et Law, pendant qu'ils sont en train de partir, prend aussi Zoro. C'est-à-dire que l'attaque n'est pas déviée par Zoro. L'attaque part vraiment, c'est-à-dire qu'on voit vraiment l'attaque en ligne droite. L'attaque n'a pas été déviée. L'attaque a été, comme je le redis, temporairement arrêtée par Zoro. Et c'est Law qui vient de sauver la vie de Zoro. Et on le voit d'ailleurs. On voit Zoro qui est en train de trembler après sur le côté. Et t'as Law qui dit Zoroya. Donc déjà, il y a ce diminutif amical de la part de Trafi. Donc on voit vraiment que Trafi a vraiment d'énormes liens avec les Mugiwara. T'es en vie. Et là, t'as Zoro, il dit je crois. Le je crois sous-entend aussi je crois que je suis en vie, mais normalement je devrais pas être en vie. Je ne dis pas que Zoro n'est pas puissant. Zoro, si Law n'avait pas intercepté, enfin, si Law n'avait pas téléporté Zoro serait mort. Zoro a subi l'attaque, enfin, a essayé de concentrer, de retenir l'attaque pendant 1 ou 2 secondes, et à la fin, on voit quand même qu'il crache encore du sang, et ça fait du bien de le voir dans cet état, parce que depuis le début du Nouveau Monde, Zoro se promène. Zoro en vacances. Zoro en vacances. Ah, là, on a les Martine. Et bien là, faudrait faire un truc comme Martine, mais mettre Zoro. C'est Zoro en vacances dans le Nouveau Monde. Je veux dire que depuis 10 ans, c'est ce qu'on a. Après, on a le petit Luffy en mode troll qui est absolument dantesque. Luffy fait une simple attaque. Le Gomu Gomu no, le raid, je sais pas si c'est le raid Hawk ou c'est, je sais pas où c'est le raid comme il avait fait la dernière fois, je me rappelle plus justement l'évolution, mais c'est l'évolution justement de l'attaque avec un Ryo dessus. Et c'est vrai que c'est bon, c'est-à-dire que Kaido esquive l'attaque. La symbolique de cette scène est absolument incroyable. Alors vous me direz, mais pourquoi la symbolique de cette scène est incroyable ? Kaido veut mourir. Kaido se prend toutes les attaques dans le but, encore une fois, de mourir. Et là, il esquive. L'esquive qu'il a fait, est-ce qu'elle est voulue ou est-ce qu'elle est instinctive ? Là, Luffy a blessé énormément Kaido. Alors, il y en a certains qui me disent, mais le doc, t'as rien compris, t'as dit qu'il esquive, donc il le blesse pas. Si, il l'a blessé dans son orgueil. En lui disant, putain, maintenant t'as vu, t'esquives, donc t'as peur de moi. Et là, après, on voit que Kaido, il est un petit peu vénère, et il envoie valser Luffy. Il y a une passe d'armes un petit peu qui est excellente. Et là, il y en a certains dans les commentaires qui m'ont dit, alors le doc, ah, toi qui disais que Kaido il était pas badass, qui avait rigolé de sa transformation, hein, maintenant tu la ramènes moi, hein, tu la ramènes moi le doc, hein, t'as vu comment t'as réagi, hein. Et je dirais oui mais non, pourquoi ? Parce que, est-ce que j'ai dit une seule fois que Kaido en mode hybride, il n'avait pas de puissance ? Est-ce que j'ai dit ? J'ai pas parlé de sa puissance, j'ai parlé de sa plastique, j'ai parlé de son design. C'est-à-dire que la badassitude qu'il a dans ses actions, qu'il a dans sa puissance, n'est pas retranscrite par rapport à sa forme. Sa forme n'est pas assez monstrueuse. Sa forme n'est pas assez bestiale. Sa forme n'est pas assez titanesque. Et je vous le dis, il va y avoir une autre transformation de Kaido. Un truc beaucoup plus vénère, où on va avoir un putain de mode hybride qui va être absolument dantesque, avec une gueule de dragon, avec une forme encore plus grande, encore plus bestiale, encore plus monstrueuse. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, que je vous dise. À un moment, parce que là, Big Mom, elle est partie. Est-ce qu'on va la voir revenir ? On va en parler juste juste après. Mais à un moment, là, quand Kaido, il va se prendre les attaques de tous les autres, des 5 supernovas qui vont venir sur lui, à un moment, il va être un petit peu en difficulté. Et là, il va devoir mettre en place sa forme ultime. Alors, on va en parler un petit peu tout de suite de ces 5 guerriers contre le boss ultime. Pourquoi j'ai pensé ça ? Parce que tout simplement, je suis toujours en train de jouer à Red Shadow Legends. Et Red Shadow Legends, à un moment, tu as le boss de clan
qu'on doit tous essayer de latter. Et tu as le boss qui est absolument titanesque, qui t'envoie des bouffasses absolument dingues. Et en face, tu as 5 personnages. Et tu dois, dans ton équipe, toujours essayer de foutre un healer, un mec qui va foutre de la défense, un mec qui fout des poisons, un mec qui fout de l'attaque. Enfin, en vérité, c'est hyper stratégique pour pouvoir mettre au bon moment les bonnes attaques, les bons trucs. Et quand j'étais en train d'y jouer, et ben quand j'ai vu mes 5 guerriers qui sont juste devant, avec derrière le boss de clan, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'on va avoir dans One Piece. Et c'est tous les jeux, je crois que dans Treasure Cruise, je crois qu'à un moment c'est pareil, t'as tes persos One Piece que t'as fait l'alliance et ils doivent battre un putain de boss et chacun doit amener ses différentes compétences et c'est exactement ce qu'on a eu avec Big Mom et c'est ça qui est magnifique et c'est ça qui est beau. Et en plus, dans les recherches que j'ai fait sur Ishiroda est un gros malade de Treasure Cruise. Il a dépensé énormément de pognon, je sais plus à quel moment, c'était pour avoir un perso et il l'a dit, ou alors c'est un de ses tantos qui l'a dit dans une interview où Ishiroda avait dépensé une somme folle pour justement avoir l'un de ses persos sur le jeu One Piece Treasure Cruise. Donc voilà, donc on sait que Ishiroda s'inspire des choses qu'il vit, des expériences, des trucs de sa jeunesse, etc. Eh bien, peut-être que ce boss final qu'on va avoir au niveau de One Piece, eh bien, c'est comme dans ce style de jeu vidéo. Et ce qui est vraiment important, c'est-à-dire que quand tu joues dans ça, tu as toujours une pièce maîtresse. C'est-à-dire que les autres sont des supports pour ta pièce maîtresse, celui-là qui va foutre assez de DPS pour pouvoir latter le boss final. Et ici, en gros, ce qui va se passer, c'est que il n'y a aucun doute là-dessus. C'est Luffy qui à la fin va latter Kaido, mais il va avoir réussi ça parce que là on va le voir après parce que pour l'instant c'est plus Zoro qui a l'air d'être un petit peu au-dessus du game, mais Luffy va être au-dessus du game mais vraiment très très haut et c'est lui qui va faire l'attaque finale une fois que tous les autres auront fait une attaque combinée, qui auront mis un petit peu à genoux on va dire Kaido. Et après on a ce fait que Law nous avait dit au préalable: je ne peux pas déplacer Big Mom parce que son Haki est trop important. Eh bien, ils mettent en place après une attaque. Donc, ils sont 4 pour pouvoir neutraliser Big Mom. Et même si Big Mom, il y a encore une fois un putain de running gag à la fin, on ne sous-estime pas Big Mom. Big Mom est hyper puissante. Ils n'arrivent pas à la blesser, ils n'arrivent pas à la latter. Ils sont obligés d'utiliser l'intelligence pour pouvoir la foutre de côté. Comme je vous l'ai dit, Big Mom pour moi représente un petit peu la Magicos qui a ses pouvoirs et il faut lui enlever ses pouvoirs pour pouvoir plus facilement la neutraliser. Donc ils arrivent à lui enlever ses 3 pouvoirs qui sont Zeus, Prométhée ainsi que Napoléon. Zeus, comme je l'ai dit dans la réaction live, ce qu'a fait Kid, il a fait une cage à Faraday, c'est-à-dire qu'il fout Zeus dedans et il ne peut pas enlever l'électricité, il ne peut pas partir. Prométhée nous fait un remake de Pika, c'est-à-dire que Zoro est en train de nous le couper de nous l'éparpiller façon puzzle, je la remets un petit peu ici, c'est-à-dire qu'il est en train de le couper comme il a coupé Pika quoi, en tout petits morceaux pour pas qu'il se régénère, parce que rappelez-vous c'est ce qui s'était passé, on avait eu Brook qui avait réussi à couper Prométhée en 2, mais il avait réussi à se recoller, sauf que Big Mom tombe et là tu te dis waouh c'est hyper intelligent, ils vont maintenant plus facilement la voir, et là la bouffasse qu'elle fout à Kid, mais c'est un truc de taré quoi. Je veux dire sur cette image, mais on ressent la puissance de Big Mom qui est absolument dingue. Alors on a Kid qui se fout en mode Goldorak, c'est-à-dire qu'il prend le bras de Big Mom et après il nous fait une sorte de fulgure au poing, donc c'est le Ripple, où il l'envoie avec son poing Big Mom valser en haut, et là il y a l'eau toujours en arrière, toujours en support, qui prend un caillou, mais version rocher, version montagne, et le fout en pleine tête de Big Mom. Et là, nous aussi, quand on voit ça, on se dit, mais c'est pas avec ça que tu vas lui faire mal, c'est pas avec ça que tu peux franchement la foutre KO, parce que rappelez-vous ce qu'a fait Queen. Queen avait fait l'ultime attaque contre Big Mom et Big Mom avait rien reçu. D'ailleurs ici le fait que Kid se prenne une bouffasse de dingue, une patate de malade, une patate de Big Mom la foraine
qui est absolument fantastique. Ça montre un petit peu que Kid, niveau puissance, niveau endurance, peut peut-être se rapprocher d'un Queen. Ça aussi, il faut le mettre ici entre parenthèses. Et donc, on se dit, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir la neutraliser. Et elle aussi, vous êtes idiot. Maintenant, vous voulez m'écraser avec un rocher. Mais non, ce n'était pas ça. C'est tout simplement la balancer. Et là, voilà, Big Mom tombe. Big Mom a un fruit du démon. Big Mom tombe dans la mer. Donc, comment peut-elle être sauvée? Alors on peut imaginer plusieurs choses. Premièrement, si c'est vraiment la mer qu'il y a en dessous, on peut imaginer que vu que l'île se vole, on peut imaginer qu'il y a le bateau de Big Mom qui poursuit l'île. Et donc quand ils vont voir Big Mom tomber, peut-être que justement elle va tomber sur son bateau et après pouvoir poursuivre Onigashima. Et une fois que Onigashima sera sur Wano Kuni, eh bien ils vont descendre et vont pouvoir aller l'aider au moment où Onigashima va s'écraser. Maintenant on peut penser que c'est elle, mince, en dessous c'est la mer, viens m'aider Zeus. On voit qu'elle ne regarde pas comme ça, elle tombe. Donc elle subodore que la mer est en dessous. Cependant, dans un chapitre précédent, on a vu que le mont, le sort de mont Fuji qu'il y a au niveau de Wano Kuni et au loin, on peut imaginer qu'ils sont déjà sur l'île de Wano Kuni et donc qu'elle va seulement tomber et que vu que Big Mom elle est absolument indestructible, et bien tout simplement qu'elle va se relever et qu'après elle a une telle haine envers eux qu'elle va continuer à poursuivre Onigashima et qu'on peut la revoir peut-être plus tard. C'est un truc comme ça. On peut imaginer aussi que Kaido, grâce à son pouvoir des nuages, et comme on sait qu'il y a une certaine relation entre Kaido et entre justement Big Mom, et que sûrement Big Mom a sauvé la vie de Kaido, si Kaido pense qu'ils sont toujours sur l'eau et que si elle tombe, elle va peut-être mourir noyée, peut-être que grâce à un nuage, elle va pouvoir... Enfin, Kaido va pouvoir ramener Big Mom. C'est-à-dire que je suis autant partagé sur le fait que, est-ce que Big Mom... Elle va disparaître, on va plus la revoir jusqu'à la fin de Wano Kuni, ou est-ce qu'elle va revenir plus tard par un moment, est-ce qu'elle va revenir par un autre biais, par une autre pirouette scénaristique? Parce que le fait qu'elle parte est un très bon élément pour la concentration, comme je vous ai dit, et c'est plus là-dessus que je suis parti, sur la concentration maintenant du combat des Supernovas contre Kaido. Mais avant ça, je pense qu'on va revenir sur l'équipage du Mugiwara, on va revenir sur Yamato, on va revenir sur Momo, sur Shinobu, et aussi sur les différentes calamités, et pourquoi pas aussi Perospero, ainsi que les Minx. Bref la vidéo est encore une fois très très longue, j'espère que vous aurez aimé cette critique analyse de ce chapitre. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par exemple entre vous, laissez des commentaires, mais surtout, en ce moment, on n'oublie pas le principal, One. Alors ça, c'est vraiment très fort. Là, j'ai fait une catapulte avec mes lunettes. Enfin bref, là, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut, Benakama. Je suis vraiment trop fou.